téléspectateurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux. Le Tchad, à l'exemple des autres pays du monde, fait face ces derniers mois à la pandémie du coronavirus. Cette maladie impacte négativement sur l'économie mondiale. Le 14 avril dernier, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris un certain nombre de mesures pour pouvoir faire face à cette situation. Ces mesures sont entre autres la mise à disposition pour un total de 943 milliards de nos francs, dont 200 milliards déjà disponibles, soit 100 milliards pour un fonds de solidarité, 25 milliards pour l'achat des denrées alimentaires, 30 milliards pour l'entrepreneuriat des jeunes, la réduction de moitié des patentes, la suspension des contrôles fiscaux, 5 milliards pour le paiement des pensions des retraités, la gratuité pour une période de 6 mois pour l'eau et 3 mois pour l'électricité. Pour débattre de ces mesures, nous avons sur ces plateaux 3 invités. Il s'agit de M. Kébir Mamad Abdoulaye, économiste, directeur des statistiques et de la communication. M. Ali Abbas Sethi, membre fondateur du patronat. Et M. Daoud El Hadj Adam, de l'Association des droits des consommateurs. Il est en fait le secrétaire général. Nous débattrons avec nos invités sur la question socio-économique de ces différentes mesures. Monsieur Kébir, comment cette pandémie impacte-t-elle sur l'économie du monde, et notamment la nôtre? Bonjour, monsieur Amin. Bonjour aussi à tous les 2 autres invités. Monsieur Abbas Sethi, c'est un opérateur économique bien connu. Monsieur Alhaji Daouda, un grand défenseur de consommateurs des Tchadiens. Et je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs de la télé Tchad et aussi bonjour aussi à toute l'équipe pour nous donner cette opportunité afin d'exprimer nos réflexions, nos analyses sur cette question de pandémie avec son impact et tout ça. Pour revenir rapidement à votre question, effectivement la pandémie, comme vous avez signalé dans votre introduction, touche presque tous les pays. Aujourd'hui on parle de plus de 4 milliards de personnes qui sont confinées, plus de 150 pays qui sont touchés, dont notre pays aussi. Maintenant, la situation dépend d'un pays à un autre, l'impact économique, l'impact social et même l'évolution même de la pandémie dépend d'un pays à un autre. Et Dieu merci, notre pays pour le moment est épargné par la tragédie de Covid-19 parce que jusqu'à maintenant on enregistre 0 morts, autour de 40 quelques cas positifs, dont 8 qui sont des cas guéris. Donc à travers ça, on estime que notre pays pour le moment est épargné. Et ce n'est pas par hasard parce qu'il doit y avoir plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. Peut-être que ce n'est pas utile pour entrer dans ces facteurs, mais on sait que les mesures qui sont prises, on sait aussi par exemple les mesures de prévention d'interdiction qui ont été prises par le gouvernement ont joué aussi un rôle important. Et au-delà aussi, notre pays aussi est un pays qui n'est pas très ouvert à l'extérieur à travers ce qu'on appelle le transport aérien. Et ça aussi c'est un facteur qui agit parce que tous les cas qui sont cités, la plupart sont des cas importés. Et depuis la fermeture des frontières, notre pays a pu au moins freiner ce qu'on appelle le virus importé. Et vous avez aussi, aujourd'hui le débat aussi est de plus en plus intense. On parle par exemple tout récemment, hier je crois aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que la chaleur, le climat chaud joue aussi un facteur défavorable à la propagation voilà, tout ça. Donc ça c'est aspect beaucoup sanitaire. Voilà, pour l'impact économique, vous voyez très bien que les frontières sont fermées, l'aéroport a été fermé et nous sommes un pays enclavé, donc tout est importé de l'extérieur. Plus de 90% de nos besoins en termes de produits manufacturés sont importés de l'extérieur. Et là donc si les frontières sont fermées, cela va avoir un impact sur les impôts, sur les taxes au niveau des douanes. Et cela aussi va avoir aussi un impact surtout au niveau interne pour la mobilisation de ressources internes lorsque les entreprises sont impactées, lorsque certains sont fermés, les commerces sont fermés, les marchés sont fermés. Tout cela a un impact considérable non seulement sur les finances publiques, non seulement sur l'économie, mais aussi un impact sur la vie des citoyens. Oui, mais aujourd'hui, selon certains spécialistes, cette crise est la plus grave qu'ait connue le monde depuis celle de 1919 qui a été une très grande crise. Et aujourd'hui, la crise du coronavirus est en train de tirer l'économie mondiale vers le bas. Comment peut-on expliquer depuis le développement de la propagation qui a touché l'Occident, et vous savez que plus de 3 milliards de personnes
voyagent chaque année, un peu plus de 3 milliards de personnes voyagent chaque année, et maintenant toutes les compagnies aériennes ont cloué leurs avions au sol, donc ça c'est un impact au niveau des transports. Aujourd'hui, le secteur du transport, secteur aérien est complètement à genoux, et dans certains pays, leurs compagnies nationales ont bénéficié même des subventions de l'État de l'aide pour éviter que ces entreprises tombent en faillite. Et vous avez dans d'autres pays, le PIB aussi a beaucoup progressé. Dans certains pays, le PIB a chuté jusqu'à 10 à 15%. Et nous aussi, on va connaître une croissance certainement négative cette année parce qu'on n'arrive pas à importer, on n'arrive pas à exporter. Bon, l'exportation, importation, pour les marchandises, pour le moment, ne sont pas interdites. Mais cela a un impact parce que lorsque importer comme avant, c'est un peu difficile. Et cela aussi va avoir un impact sur les finances publiques. Parce que vous savez, la loi de finances 2020 qui a été adoptée en décembre 2019 a établi 1200 milliards de recettes, dont un budget déficitaire, mais en grande partie, ce déficit sera financé par l'extérieur. Donc on n'a pas intégré le nouveau contexte du coronavirus et on va peut-être revenir après pour parler donc, sur les mesures qui sont annoncées par le chef de l'État, son impact et aussi sur le social, sur l'économie et sur les finances publiques. Exactement. L'arrêt aussi du transport, surtout aérien, a également entraîné la chute du prix du baril sur le marché. Monsieur Abbas, Ali Abbas Seti, vous êtes membre fondateur du patronat. Aujourd'hui, les commerces non essentiels ont été pratiquement fermés. Comment les opérateurs économiques vivent-ils cette situation? Merci, monsieur le journaliste, de nous offrir une grande opportunité de s'exprimer sur un élément aussi important que l'impact humain, économique et même l'avenir du monde. Monsieur Kabir, monsieur Daoud, et pour parler à tous les Tchadiens et à l'opinion internationale, pourquoi pas. Tout d'abord, je voudrais d'abord, à l'occasion de ce mois saint Ramadan, les musulmans jeunes, prions Dieu pour que nous ayons la capacité de faire valablement face à cela. Quand je dis nous, il n'appartient à personne de dire qu'il peut élaguer cette situation seul. Il faut le concours de tout le monde. Et je veux dire, le fait même de respecter les mesures barrières, c'est une contribution à la lutte contre la propagation. Moins encore d'autres éléments. Et sinon, je retiens que vous avez parlé de l'impact. Il faut d'abord dire les morts que le coronavirus provoque, les morts. Et encore, on n'est pas à la fin, hein, parce que chaque jour que Dieu fait, à son lot. En Europe, des milliers de personnes meurent, aux États-Unis, des milliers de personnes meurent, en Afrique, peut-être des centaines de personnes. Il y a des mauvaises personnes qui prédisent des millions de morts en Afrique, mais le Seigneur Tout-Puissant a fait autrement les choses et, Inch'Allah, à la fin, l'Afrique sera épargnée. Pour revenir un peu au discours du président de la République, je voudrais dire que pour ceux qui savent lire les finances, qui savent lire les capacités d'un État, les annonces faites par le président de la République sont des annonces très fortes. Quand il a dit qu'il va mobiliser à peu près 943 milliards pour justement essayer de tenir par tous les bouts les éléments qui vont impacter sur notre vie. On connaît le Tchad. Kabir vient de parler de recettes, il parle de 1000 quelques milliards, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et donc, c'est une volonté réelle de vouloir accompagner la population et notre économie. Et moi, je retiendrai qu'il faut surfer sur 3 dimensions. La première, c'est l'État lui-même. Il faut que notre État soit dans la position idoine pour pouvoir faire face à tout ça. Faire face pour régler les questions de précarité dans laquelle les personnes se trouvent, avec la fermeture des marchés, avec le confinement. Quand on dit qu'on fait comment vous dites ça, de 19h, de 20h, couvre-feu, quand les gens ne travaillent pas de 20h jusqu'à le matin à 5h, il y a combien de gens qui ne font aucune recette. Oui, c'est lourd, c'est lourd. Donc, il faut que l'État
puisse réellement jouer son rôle de régulateur pour pouvoir faire éviter le massacre. Donc pour moi la première dimension c'est l'État. Nous devons tout faire pour que l'État soit dans la capacité de pouvoir faire face. À côté de ça, la deuxième dimension, c'est le social. Nous sommes dans un pays, nous sommes des êtres. Si quelques-uns d'entre nous tombent dans la pauvreté grave, au point de dire que je préfère mourir de la maladie coronavirus que de mourir de faim, ce n'est pas une bonne conclusion. Il faut tout faire pour qu'on n'arrive pas à ça. Et enfin, il ne faut pas, parce qu'il y a coronavirus, qu'on perde la main sur l'économie. Il faut que le Tchad fasse tout pour que notre économie se porte bien, c'est-à-dire qu'on continue à produire, on continue à créer la richesse, on continue à maintenir l'emploi. Donc si on prend ensemble ces trois dimensions, et si je me réfère au discours du chef de l'État, moi je trouve qu'en tant que président de la République, il a lancé la boule. Mais dans tous les horizons, le chef de l'État, il annonce sur la base des éléments dont il a la maîtrise, mais maintenant, derrière, il faut l'administration qui puisse dérouler tout ça. En tout cas, nous, dans le secteur privé, et je suis en très grande relation avec la Chambre, avec le patronat, avec beaucoup de mes collègues, surtout les multinationales, toutes ces personnes sont tout à fait disposées à être aux côtés de l'État pour que l'économie ne souffre pas. Mais ce sur quoi je voulais insister, il ne faut pas que la cellule de veille ou le gouvernement pense qu'il peut juguler tout ça seul en réfléchissant dans son petit carré et en agissant par ses propres capacités. Non, il faut s'ouvrir à la communication, au débat, à la concertation. Je voulais prendre juste par rapport à la communication deux éléments. La Société nationale de l'électricité a écrit à beaucoup d'entreprises importantes qui demandent beaucoup d'énergie, comme quoi elles souffriront de coupures pour pouvoir amener la SNE à donner à d'autres personnes par ce temps de confinement. Mais si d'aventure il y a eu une réunion au niveau de la cellule de veille où on a fait appel à quelques sociétés importantes qui consomment énormément de l'énergie, et la SNE, dans la discussion, il se pourrait que ceux qui sont des grands consommateurs peuvent proposer qu'on fasse venir dans une semaine, je ne sais pas, une unité de production de, je sais pas, de 5 mégas ou je ne sais pas quoi par avion, pour pouvoir renforcer la SNE et éviter peut-être cela, et surtout éviter aussi à la SNE de perdre ses gros clients. Vous voyez la concertation. De même, le comité de la cellule de veille a pris aussi un communiqué pour, comme on dit, par le couvre-feu, des industries qui travaillent 2 fois dans 24 heures, sans les prévenir, sans qu'ils aient pris les dispositions. Donc ça leur tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et ces industries se sont trouvées tout d'un coup incapables de produire la production pour laquelle elles avaient arrêté les chiffres. Donc la concertation est très importante. C'est vrai, le gouvernement est dans son rôle de régulateur, de facilitateur. C'est bon, mais les opérateurs économiques sont quand même la locomotive, l'élément moteur pour la richesse, pour le social. Et donc, je demande à ce que le comité, la cellule de veille, le gouvernement, en ce moment, communique avec tous les acteurs. Ça, vraiment, pour moi, c'est important. Et pour peut-être ne pas encore retenir longtemps la parole, je dirais simplement, nous avons la chance que ce coronavirus, c'est vrai, ça va tuer beaucoup de gens, ça va créer beaucoup de perturbations économiques. En Europe, c'est encore 1000 fois plus. Mais au moins, ça doit nous interpeller tous pour qu'on agisse autrement. Qu'on doit rétablir les grands agrégats de justice, de société, de ceci, de cela. J'en viendrai plus tard. Mais quand il y a des catastrophes comme ça, normalement, on doit, au sortir de ces catastrophes, agir autrement. Mais on en parlera plus tard quand les amis aussi auront tous pris la parole. Très bien. Monsieur Daoud, vous êtes le secrétaire général de l'association des droits de consommateurs. Il y a des mesures qui ont été annoncées et qui touchent au bien-être de la population afin qu'elle puisse faire face à cette pandémie du coronavirus, notamment 100 milliards qui ont été promis pour aider les ménages. Vous avez également
pour une période de 6 mois, la gratuité de l'eau, 3 mois pour l'électricité. Comment accueillez-vous toutes ces propositions? Donc, je voudrais joindre ma voix à celle de mes deux collègues intervenants ici pour remercier le Tchad de nous donner cette opportunité d'échanger sur cette question capitale et d'actualité. De prime abord, je pense que nous devons saluer les actions courageuses que le gouvernement a prises à temps, n'est-ce pas, qui puissent nous permettre aujourd'hui d'avoir une situation plus apaisée par rapport au coronavirus. Parce que beaucoup de pays n'ont pas agi de la même manière. Mais nous savons également que ces mesures sont très douloureuses pour l'ensemble de la communauté tchadienne et que ça a des impacts donc, au niveau social et économique très importants. Mais je pense que nous, lorsque nous avons été consultés, nous avons accompagné le gouvernement dans la prise de mesures fortes, mais quitte à après donc essayer d'ajuster, n'est-ce pas? Et la déclaration du chef de l'État du 14 avril, qui était une déclaration très attendue par l'ensemble des citoyens et des opérateurs économiques. C'est une situation normale de notre point de vue parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous attendez toujours du chef de famille ou de celui qui a la responsabilité de la conduite de l'État de venir à vos secours. Et donc moi je pense qu'au niveau de l'ADC, nous avons apprécié déjà le fait que le chef de l'État a dit déjà, malgré la situation financière très difficile, l'État a la responsabilité d'apporter un soutien, un appui à la population et aux opérateurs économiques. Je pense que ce message, il est fort. Et pour nous, les mesures qui sont prises déjà en matière de la gratuité, de la tranche sociale, de l'électricité pour 3 mois, les mesures prises pour la gratuité de l'eau pour 6 mois, sont des mesures quand même pour nous importantes parce qu'on a vu sa matérialisation, bien qu'il y a des problèmes quand même organisationnels qui aujourd'hui ont bloqué un peu que tout le citoyen consommateur puisse en profiter. Mais nous pensons déjà que c'est un geste quand même où les consommateurs au moins se sentent que leur gouvernement a pensé à eux par ce geste-là. Donc c'est une reconnaissance, n'est-ce pas, d'appartenir donc à un État qui a pensé à eux, à leur chef d'État qui a envoyé ces mesures. Donc c'est un message fort. Il y a d'autres messages, d'autres mesures, comme vous l'avez dit, telles que la mise en place d'un fonds de solidarité, également l'exonération, la poursuite de l'exonération des produits de première, l'importation des produits de première nécessité. Oui, toutes ces mesures, de notre point de vue, sont quand même importantes. Il faut dire qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises ont un impact aujourd'hui à la fois pour les entreprises, mais à la fois aux petits exploitants. Parce qu'aujourd'hui, moi je prends ce côté des petits exploitants, ça peut être des couturiers qu'on appelle tailleurs, de ceux qui vendent aujourd'hui des petits commerces de produits d'électricité ou des petits cahiers, des coiffeurs, n'est-ce pas, tous ces petits exploitants, des restaurateurs aujourd'hui, des propriétaires de grillades, c'est toute une filière que les gens vivent et on subisse fortement cette crise-là. Et ceux-là sont résilients de rester à la maison, et alors qu'on sait que notre économie, c'est une économie informelle. Donc aujourd'hui, les gens vivent au jour le jour pour pouvoir avoir un revenu, pour pouvoir nourrir leur famille. Ça, c'est un problème important. Comment payer les loyers? Parce que la plupart n'ont pas d'habitat, louent. Donc les conséquences de notre point de vue, sous l'angle que nous on considère que sont ces petits exploitants, c'est vrai, sont des petits opérateurs économiques, mais pour nous, c'est des consommateurs qui vivent le jour, qui nourrissent leur famille, sont confrontés à des situations social a un impact très fort. Et nous sommes régulièrement interpellés. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, moi je loue un petit magasin ou une petite boutique où j'exploite comme coiffeur ou tailleur, mais à la fin du mois je fais comment? Le propriétaire, lui, il vit de ça. Donc il y a ces aspects, de mon point de vue, ce fonds de solidarité doit tenir compte de cette catégorie des, n'est-ce pas, des petits exploitants qui ne parlent pas. Il faut le dire contrairement peut-être au patronat ou d'autres acteurs qui ont plus de moyens, plus d'outils, plus de lobby pour les influencer, mais cette petite catégorie-là a besoin qu'on puisse prendre en compte, n'est-ce pas, aussi la masse. La masse, parce qu'ils vivent dans toute la masse, parce qu'aujourd'hui on dirait que l'économie c'est 80%, c'est l'informel. Donc on doit tenir compte de ce côté-là également. Pour nous, ça fait partie des consommateurs qu'il faut vraiment accompagner. Donc pour nous,
la crise aujourd'hui, aucun pays n'est prêt à faire face à cette crise. Ça, c'est la leçon que nous devons tirer. Les plus développés n'ont pas pu faire face à cela. Mais quand même, cette crise a montré, cette pandémie a montré les défaillances que nous avons dans nos systèmes sanitaires, la faiblesse de nos économies, n'est-ce pas, l'interdépendance que nous avons avec le monde entier, n'est-ce pas. Tout cela, je pense que nous devons plutôt orienter après les débats au-delà de la situation de crise, mais engager de vraies réformes, n'est-ce pas, dans à la fois la réforme des systèmes, nos programmes de développement sanitaire, la réforme de notre économie de manière globale et de façon très objective et impliquer l'ensemble des forces vives du pays. Parce que j'apprécie la position du grand frère M. Abassechi, c'est que cette crise nécessite l'implication de tout le monde. Personne n'a la solution. Le gouvernement n'a pas la solution, les opérateurs économiques n'ont pas la solution, les citoyens, en tout cas, c'est l'occasion de pouvoir avoir la vie de toute synergie d'action, de réflexion. De réflexion pour des actions à court terme immédiates. Maintenant, ce que nous attendons en tant que citoyens, ou pour les opérateurs économiques, c'est la traduction rapide et de manière équitable, n'est-ce pas, et de manière juste, ces déclarations du chef de l'État. Parce que nous sommes déjà aujourd'hui le 25, ça fait déjà une dizaine de jours que cette mesure a été prise, mais nous voulons que ces mesures se déroulent sur le plan pratique, matérialisent. L'électricité, oui, on l'a vu, on n'a pas encore fait l'évaluation, mais il faudrait que pour l'ONASA et les autres aspects, parce que les gens attendent, il ne faut pas que ça traîne puisque ça puisse susciter un autre problème politique, social, économique. Là, les gens attendent et il faut accélérer. Et je pense que pour nous, ce débat pourrait permettre donc, je vois, d'interpeller les pouvoirs publics, n'est-ce pas, de mettre un accélération, de cesser de la sortie de la bureaucratie, mais d'aller vers l'opérationnel. Être concret. Monsieur Kébir, les gens attendent. Ces mesures sur le plan pratique, les gens attendent leur concrétisation. Le chef de l'État a promis 923 milliards, dont 200 déjà disponibles. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir rassembler ou réunir tout cet argent-là? Oui, donc, essayons un peu de rappeler aux téléspectateurs, aux autres Tchadiens aussi qui nous suivent, 923 milliards, ce n'est pas l'argent disponible qui se trouve dans un compte au niveau du Trésor. Sur les 923 milliards, c'est 200 milliards qui sont disponibles. Mobilisables, disponibles selon le discours du chef de l'État. Donc il faut chercher les 723 milliards de francs CFA. Voilà, et 723 milliards de francs CFA, au total c'est 943 milliards, donc il faut chercher 743 milliards de francs CFA, et c'est pas facile, c'est pas aussi facile de trouver de façon rapide et spontanée 743 milliards de francs CFA. Et j'ai toujours dans d'autres débats, j'ai expliqué qu'on peut trouver ces montants parce qu'il y a d'autres pays qui ont fait un plan d'action plus énorme. Hier, je voyais à la télé, donc le gouvernement américain a déjà mobilisé plus de 400 milliards de plans. De dollars. Milliards de dollars, voilà. Milliards de dollars. Donc bon, les États-Unis, c'est un grand pays, voilà, c'est quelque chose. Mais nous, maintenant, donc si on compare, je crois que le Niger a fait un plan d'action, un plan de riposte économique de 700 milliards. Le Gabon, c'est autour de 225 milliards. La Côte d'Ivoire, c'est autour de 2,5 milliards d'euros. Donc nous, notre plan, c'est un plan ambitieux. Je crois que le discours du chef de l'État ou les annonces qui ont été faites, je pense que c'est au-delà même des attentes. Maintenant, ce n'est pas le montant qui est important. Maintenant, pour mobiliser les 743 milliards qui restent, moi j'ai expliqué même dans d'autres débats pour dire on a beaucoup de moyens pour... Il y a ce qu'on appelle la piste intérieure, la mobilisation interne. Et là, on voit depuis quelques semaines des entreprises, des personnes de bonne volonté qui mobilisent des fonds pour aider l'État, c'est pour faire face. Parce qu'il faut se rappeler, en État fait face à 3 crises. Il y a la crise sécuritaire, ce que tout le monde connaît, la question de Boma avec Boko Haram, parce que la région du lac c'est devenu, une zone vraiment de sécurité. Le commerce c'est difficile, l'import-export c'est difficile, alors que c'est une porte principale d'entrée des marchandises à partir de la région du lac, donc qui est maintenant en situation de sécurité. Donc c'est une crise sécuritaire que nous vivons. Et vous savez aussi la question, l'instabilité en Libye, un peu au Soudan déjà en bonne voie, la Libye qui est complètement en guerre. Donc nous sommes un pays entouré par des zones de conflit, des zones d'insécurité.
Deuxième crise, c'est la crise économique. Vous savez très bien que nous avons connu une crise économique un peu très difficile, d'abord financière puis économique. Fin 2014, jusqu'à maintenant, les effets continuent. Donc nous ne sommes pas sortis complètement de la crise économique de fin 2014, qui a occasionné aussi à l'époque par la question de sécurité, par la chute du prix du pétrole et aussi par des questions aussi internes, questions de gouvernance et tout ça. Maintenant, la troisième crise, c'est la crise sanitaire, qui est Covid. Avec fermeture des frontières, l'aéroport aussi, vous savez, notre aéroport aussi, c'est une source vraiment d'importation des produits et tout ça. Et donc, le Tchad donc fait face à trois crises de façon simultanée. Pour un pays très pauvre comme le Tchad, c'est pas facile donc, de gérer ces trois questions. Donc, comme je viens de dire, il y a la mobilisation interne. Et tout récemment, je crois, le patronat, ils ont fait une annonce, je crois, dans un journal de la place, où ils ont mobilisé plus de 500 millions de francs CFA pour aider l'État tchadien en termes dons et ainsi de suite. Et il y a aussi d'autres entreprises, des personnes internes qui font ça. Donc c'est ce qu'on appelle donc la mobilisation interne pour combler les 743 milliards de francs CFA. Il y a aussi la mobilisation externe. Là, quand je parle de mobilisation externe, c'est quoi? On peut aller auprès des institutions multilatérales, ce qu'on appelle les relations multilatérales. On a vu tout récemment le FMI accorder, je crois, autour de 110 millions de dollars au Tchad, et la Banque mondiale, autres aussi qui vont faire ça. Et même dans notre budget de la loi de finances 2020, il y a une possibilité pour trouver aussi, pour dégager des ressources importantes, entre autres, par exemple, la question de moratoire sur la dette publique. Depuis longtemps, je plaide pour vraiment une action pour au moins obtenir un moratoire sur la dette publique. Que veut dire un moratoire? C'est demander la suspension, proroger le paiement de notre dette publique. Donc, dans la loi de finances 2020, il y a à peu près 18 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour payer les services de la dette. Et à peu près plus de 100 milliards ont été prévus pour payer le capital. Donc là aussi, une somme importante on peut dégager à travers le moratoire. Donc nous avons aussi d'autres pistes de ressources externes. C'est quoi? Par exemple, on peut demander Glencore, autre, jusqu'à maintenant on continue à rembourser le prêt de Glencore. On peut demander aussi un moratoire, voilà, auprès de Glencore. Et là aussi, ça permettra de mobiliser vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, les pistes existent. Les pistes existent, pistes internes, externes existent pour trouver les 743 milliards de francs CFA afin de combler le plan qui a été annoncé par les chefs de l'État. Maintenant, la question c'est comment exécuter ce plan de riposte économique de 943 milliards de francs CFA. Et je crois que le chef de l'État a donné quelques indications, entre autres, que 110 milliards seront mobilisés pour payer la dette intérieure, parce qu'il faut comprendre que suivant un audit qui a été réalisé par un bureau d'études international, à peu près 1900 milliards de francs CFA, presque 2000 milliards de francs CFA, ça c'est les dettes intérieures. Mais dans ces mêmes audits, les dettes vraiment avec documents, avec des preuves, ils ont estimé à 1400 milliards de francs CFA. Donc je dis la dette intérieure, c'est-à-dire que pour payer les factures des entreprises, pour payer les dettes des banques, parce que l'État tchadien aussi s'est endetté auprès des banques primaires qui sont sur place. Donc tout ça, c'est 1400 milliards de francs CFA. Donc sur 1400 milliards de francs CFA, on mobilise 110 milliards. C'est très peu, mais c'est un bon geste. Si on arrive à faire rapidement, payer ces entreprises, donner, on peut bouffer d'oxygène à ces entreprises, parce que ces entreprises aujourd'hui connaissent beaucoup de difficultés. Et dans le plan d'action, on voit aussi les 110 milliards de fonds de solidarité qui a été prévu. Je crois que ces fonds, on peut permettre aussi rapidement. Parce qu'aujourd'hui, l'impact économique tellement considérable, l'impact économique et social tellement considérable, les populations, les entreprises veulent des actions immédiates, ce que j'appelle un peu le pragmatisme. Soyons pragmatiques pour que toutes les actions qui ont été annoncées puissent toucher directement à moyen terme vraiment la vie des sociétés, la vie des entreprises et la vie des citoyens. Par exemple, je vais proposer, et je réitère aussi ma proposition, c'est quoi? Sur les fonds de solidarité qui a été prévu, par exemple, on peut aujourd'hui baisser les prix des carburants pour permettre vraiment aux entreprises qui fonctionnent, aux citoyens qui circulent. Vous savez très bien que le prix de baril a baissé considérablement au niveau mondial. Nous sommes autour, je crois, de 23 $. Et le budget de l'État établit un baril un peu plus que ça, presque le double. Donc c'est aussi un manque de gains, aussi même pour le budget de l'État, parce que les recettes fiscales de l'État, constituées des impôts et taxes, sont estimées autour de un peu plus de 600 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, avec coronavirus, avec son impact et tout ça, très difficile aujourd'hui, l'État peut vraiment réaliser
la réalisation des recettes fiscales qui ont été prévues dans la loi de finances 2020. J'ai aussi proposé parmi les actions immédiates pour toucher la vie des citoyens, c'est par exemple aujourd'hui quel ménage qui n'utilise pas la bouteille de 6 kilos, se vendit 2000 francs CFA. Sur le fonds de solidarité, on peut prévoir par exemple la bouteille de 6 kilos peut être vendue à 500 francs. Ça c'est une mesure qui peut directement toucher, qui impacte directement le ménage. Voilà. Et là, c'est même pas beaucoup. C'est-à-dire, on peut vendre à un prix subventionné de 500 francs la bouteille de 6 kilos, 12 kilos, autres aussi à un prix vraiment subventionné. Ça a un impact direct. Par exemple aussi sur la question des fonds qui a été prévu pour le NASA. Au total, c'est 25 milliards. Maintenant, 5 milliards, c'est déjà disponible. Maintenant, comment on peut entendre la réalisation de ces fonds, même les 25 milliards? Est-ce qu'il faut aller acheter au niveau du marché les céréales, autres produits? Est-ce qu'il faut distribuer gratuitement aux populations? Est-ce qu'il faut les vendre à un prix subventionné? Est-ce qu'il faut aller acheter ça à l'extérieur? Donc, autant de questions qui se posent vraiment sur la mise en œuvre de ça. Donc, je pense qu'un plan d'action existe, parce que toutes ces mesures, le chef de l'État a donné les grandes orientations. Maintenant, pour la mise en œuvre, il faut avoir un plan d'action, et chaque département ministériel doit avoir sa feuille de route dans laquelle on indique que vraiment, vous, tel département ministériel, voilà ce que vous devez réaliser, voilà les indicateurs, voilà les résultats que nous cherchons, voilà les objectifs que nous cherchons, voilà donc des moyens qui sont mis à votre disposition. Rapidement, moi, je voudrais voir des résultats d'ici telle période, par exemple, tel département ministériel. Donc, aujourd'hui, le gouvernement doit être dans un régime de temps plein. Il n'y a pas un moment à se reposer, ce n'est pas le moment de rester à la maison, mais le gouvernement aujourd'hui est dans une pression à temps plein pour rapidement concrétiser voilà, toutes ces actions qui ont été prévues. Oui. Monsieur Aliaba Sechi, merci. Nous savons que les opérateurs économiques sont ceux-là qui tiennent aujourd'hui l'économie. Le pays vit de l'économie. Est-ce que ces mesures qui ont été prises satisfont les opérateurs économiques ou bien vous avez d'autres propositions? Est-ce que ces mesures à elles seules suffisent à faire rebondir aujourd'hui l'économie tchadienne? Oui, merci. Moi, je voudrais quand même dire qu'il faut situer toutes ces choses-là dans un bon contexte. Pourquoi je dis ça? L'action que mène actuellement la cellule de veille et les propositions du chef de l'État pour faire face à la propagation de cette pandémie obéissent à une volonté réelle d'accompagner les gens, et pour moi je trouve qu'elles sont très honnêtes et au-delà de nos capacités. Dans la mesure où, pour l'instant, ce qui importe, c'est l'urgence et le très court terme. L'urgence, c'est d'abord faire que personne ne reste faim, personne ne reste dans la difficulté. L'urgence, c'est que nos entreprises ne ferment pas, qu'ils ne mettent pas les gens au chômage. C'est ça l'urgence. Par rapport à l'urgence, il n'y a pas meilleure mesure que ce que le président a dit. Il n'y a pas meilleure. Il faut tout faire pour qu'on puisse au moins réaliser toutes les décisions qui ont été annoncées par le chef d'État avec l'intervention et le concours de tout le monde. C'est très important. Mobiliser 943 milliards, ce n'est pas une mince affaire. Mais je disais au début, dans les trois dimensions que j'ai citées, j'ai dit d'abord l'État. Il faut que notre État soit fort. Notre État soit fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre État soit capable d'avoir une signature forte et prouver aux investisseurs locaux et internationaux une vision, une traçabilité, une lisibilité des textes, et tout ça, ça offre une capacité à l'État d'avoir des réponses à toutes ces demandes de financement. Et il faut quand même relever que ces 5 dernières années, notre gouvernement a plus ou moins montré une certaine faiblesse par rapport au respect de sa signature. Beaucoup d'engagements n'ont pas été honorés. Et toutes ces choses-là, ça joue négativement dans les négociations qu'on peut avoir pour mobiliser de l'argent. Sinon,
le Tchad est un pays qui est moins endetté par rapport à d'autres pays, par rapport à notre économie, par rapport à nos ressources, par rapport à tout. Franchement, nous ne sommes pas trop endettés. Et nous avons encore des richesses non exploitées et nous avons des terres cultivables qu'on peut encore défricher et produire davantage. Il suffit simplement de créer les conditions. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas ensemble pour pouvoir faire face à l'urgence, là, ça n'attend pas. Et aujourd'hui, les opérateurs économiques l'ont montré. Et le commun des mortels, les Tchadiens l'ont montré. J'ai vu à la télévision, les femmes qui vendent du poisson ont amené leur concours en poisson aux militaires et aux gens qui sont dans le coronavirus. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de montrer la disponibilité d'un peuple face à deux drames graves qui est le coronavirus et aussi la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme ou bien même la crise financière, il l'a bien relevé, Kabir, elle existe encore. Donc je dis, moi, je compte beaucoup sur l'État. Il n'est jamais trop tard de bien faire. C'est vrai, on a péché par le passé, mais il faut maintenant revenir à des pratiques orthodoxes pour que ce Tchad, par sa population, par ses expertises, puisse mobiliser, je parle en termes de milliers de milliards. C'est vrai, pour l'instant, consacrons-nous à passer ce cap de la provocation, contre la provocation, mais il faut en même temps réfléchir comment agir au sortir de cette crise sanitaire. Parce que cette crise sanitaire, peut-être d'aucuns disent qu'en fin mai, peut-être que ça, elle va être réglée, ou bien en juin, mais après ça, il faut aussi avoir la dynamique pour réellement corriger les erreurs qui ont causé tout ça là. Quand on parle de l'infrastructure sanitaire qui est faible, il faut déjà s'atteler à créer les conditions pour renforcer. L'infrastructure sanitaire. Et on parle que notre économie est faible. Pourquoi? Ça veut dire que la plupart des gens n'ont pas d'épargne. Si on avait d'épargne, en fait, on peut supporter 3 mois. On peut supporter 6 mois. Mais malheureusement, comme l'a rappelé tout à l'heure Kabir et même mon petit frère Daoud, que la plupart des gens vivent au jour le jour. Même 80%. Donc ceux-là, s'ils ne sortent pas le matin pour travailler, ils ne pourront même pas nourrir. Alors, c'est ça où j'ai dit, dans l'urgence, il faut qu'on adopte le système de l'adaptabilité. On prend des mesures, mais on apporte une certaine adaptation. Exemple, quand on a dit que tous les commerces ferment, mais les gens qui vendent la viande, là, qui vendent la grillade, tout le monde mange et c'est plus facile d'acheter. On aurait dû laisser faire leur grillade et que chacun, il vient à distance, il achète, il part. Vente emportée. Voilà. Au moins, on aurait d'abord laissé des gens faire leur travail et ceux qui ont un revenu faible, avec 500 francs, ils vont avoir la nourriture du midi ou la nourriture du soir, peuvent facilement aller à l'endroit pour acheter. Comme on a laissé l'eau, comme on a laissé le coca, comme on a laissé la farine, on peut laisser aussi la grillade se faire. Donc, il faut peut-être davantage réfléchir à adapter les mesures à notre contexte réel. Il ne faut pas oublier que la plupart des Tchadiens, nous n'avons pas des épargnes. Si vous prenez un ancien ministre qui a été ministre pendant peut-être 20 ans, et si vous lui demandez quelle épargne il a, il vous dira même qu'il n'a même pas peut-être 2 millions ou 5 millions. C'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'épargne. Donc il faut ne pas négliger cet aspect. Et enfin, moi je dis, le Tchad est un beau pays. Et ces dernières sorties de tous les Tchadiens me ravit le cœur. J'ai comme l'impression qu'on a tous compris que nous avons en commun un pays, nous avons en commun un territoire, nous avons en commun une richesse, nous avons en commun face à un monde sans pardon. Il ne faut pas croire que le Nigeria c'est mon voisin, demain il va dire ah mon frère viens on fait. Non. Il faut que toi-même tu te renforces, tu deviens un élément fort pour que les gens coopèrent avec toi en toute équité. Vous voyez? Donc, ces sorties des Tchadiens montrent cette disponibilité et nous ne devons pas rater cette occasion. Et moi, vraiment, je sollicite le gouvernement, je suggère au gouvernement de rentrer dans une discussion franche avec son secteur privé. Et aussi, peut-être, sa société civile, si d'aventure il y a des structures qui ont la capacité, pour ensemble réfléchir de comment toiletter la capacité financière de l'État en termes de traçabilité, en termes de projection, en termes, pour que
ensemble on puisse amener le Tchad à mobiliser tous les milliards. Je ne parle pas de 900 milliards, mais 3 fois ces 900 milliards, pourquoi pas. Mais je dis bien ce que le président a dit, pour l'urgence, vraiment c'est au-delà de ce qu'il faut faire. Et je pense que tout le monde est mobilisé pour le faire. Mais je demande par votre tribune, par le micro dont vous donnez l'occasion, que le gouvernement doit comprendre que le secteur privé, la société civile dans la composante réelle qui comprend et qui connaît, peuvent accompagner le gouvernement pour bâtir une projection, une trajectoire différente qui nous conduira vers l'émergence. M. Abbasséti, quand vous dites aujourd'hui, votre souhait c'est que le gouvernement implique le secteur privé dans la prise de décision. De manière concrète, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous dites qu'il faudrait qu'on vous implique, c'est à quel niveau et de quelle manière? Je prends un exemple. Kevin avait parlé de la dette intérieure qui était un moment, on parle de 1400 milliards, mais d'aucuns disent même 2000 milliards. Mais cette dette intérieure, on peut la percevoir d'abord dans les banques. Pourquoi? Parce que l'État doit déjà de l'argent aux banques, mais il y a beaucoup d'entreprises à qui l'État doit de l'argent et qui ont pris de l'argent à la banque. Donc tout ça fait qu'il y a une somme importante due aux entreprises et aux banques par l'État qui se trouve au niveau des banques. C'est pour cela que j'ai dit, si on se met ensemble, c'est-à-dire le secteur privé, dans sa composante financière, dans sa composante productrice, dans sa composante de services, on connaît les difficultés qui nous transcendent. On connaît ce dont on a besoin pour toiletter nos économies et relancer notre production. Et on saura dire à l'État aussi ses faiblesses. Par exemple, on va dire à l'État qu'il fait trop d'harcèlement sur le secteur formel, parce qu'il est visible. On lui demande plus qu'il ne doit payer, et on le perturbe dans son travail parce qu'on ne sait pas aller vers l'informel qui échappe. Quand je parle d'informel, ce n'est pas l'informel dont parle Daoud, l'informel productif, le haya, les coiffeurs, les tailleurs, non. Je parle de l'informel, c'est qui brasse des centaines de milliards par an et qui fait donc nous saurons parler avec l'État tous ces langages et peut-être ensemble on pourra dresser un programme, une stratégie d'action qui peut amener l'État à pouvoir s'acquérir de toutes ses capacités et être dans la position de demander 10 000 milliards sur 5 ans pour relancer réellement l'économie et pour créer 2 millions d'emplois. Vous voyez, s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et tel qu'on est en train d'aller, on fait de surplace. On fait de surplace. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc dans le secteur privé, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Quand je parle des banques, il ne faut pas laisser les banques dans leur élément égoïste. Il ne faut pas laisser l'industrie dans son élément égoïste. Il ne faut pas laisser la téléphonie mobile dans le commerce. Non, il faut amener tout le monde à dire qu'attention, construisons d'abord le général. Une fois que le général est fort, il y aura tellement de répercussions positives sur les gens qu'on va même faire appel à l'extérieur. Donc cette rencontre avec le secteur privé, on va se dire, écoutez, on fait une première réunion pour dire qu'est-ce que vous proposez pour faire face à l'urgence. Et je pense que le patronat a fait des propositions. Voilà. Mais ces propositions n'ont pas été étudiées dans une discussion directe. Vous voyez, je suis certain que la société civile aussi, y compris l'ADC, ont certainement fait des propositions au gouvernement. Je suis sûr que les syndicats aussi ont fait. On ne néglige personne, mais le secteur privé est mieux outillé. Parce qu'il vit le quotidien. Voilà, et il brasse des milliards, donc il connaît là où il faut toucher, tout ça. Et ça ne coûte rien d'être humble et de rentrer dans cette logique qui va amener au Tchad à un bon salut. Ok. El Hadj Daouda, vous travaillez souvent avec le gouvernement, vous êtes souvent consulté en tant que société civile, en tant que défenseur des droits du consommateur. Aujourd'hui, il a été décidé de donner 100 milliards pour aider les couches vulnérables. Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour le dispatching de cette aide-là? Comment elle va se faire concrètement? Est-ce que c'est à travers des denrées alimentaires? Est-ce que c'est à travers des subventions? Est-ce que c'est à travers des dons? Si c'est le cas, de manière pratique, est-ce qu'il y a une stratégie de dispatching qui a été mise en place pour que les couches vulnérables puissent effectivement bénéficier de cette aide? Tout à fait. Je pense que
tout à l'heure, je disais que la déclaration du chef de l'État, donc c'est une déclaration d'intention qui marque son accord sur l'orientation. Et c'est pourquoi nous, ou les autres opérateurs économiques, tous les citoyens, attendent donc la traduction concrète, n'est-ce pas, de comment cela va se dérouler. Là, à ce niveau, il y a un point d'interrogation. Que ce soit pour le NASA, on dit 5 milliards sont déjà disponibles, mais nous ne savons pas comment ces 5 milliards vont être utilisés. Est-ce que 5 milliards vont servir à acheter des céréales à des prix peut-être 5 fois si chers que d'habitude, s'il décide encore de créer une autre inflation? Est-ce que ces 5 milliards, on va acheter donc des kits alimentaires diversifiés donc qui intègrent ici et là? Rien du tout. Donc il y a tout un nouveau chantier. C'est pourquoi nous attendions être même associés dans la réflexion. Quelles sont les populations démunies? Comment répondre à leurs attentes? Ça, c'est des questions que pour l'instant, ça fait 10 jours qu'on n'a pas encore eu une suite à ce niveau. Donc nous sommes préoccupés par cette situation. De la même manière, pour le fonds de solidarité, comment cela va se faire? Tout à l'heure, Kébir avait déjà donné un certain nombre d'orientations par rapport à sa mobilisation, la mobilisation intérieure ou la mobilisation extérieure. Mais comment ça va se faire dans le cadre de l'allocation? Oui, tout à l'heure, nous l'avons dit, on a aujourd'hui des entreprises qui ont subi des cas. On a aujourd'hui des petits exploitants qui ont subi aujourd'hui. Mais comment recenser, avoir tout ce monde-là pour qu'au moins, lorsqu'il y a des appuis, que les appuis vraiment puissent être orientés, alloués à cette catégorie de ces petits exploitants, petits opérateurs économiques, et les citoyens également. L'électricité, l'eau, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a l'eau et l'électricité à la maison. Donc il y a tous ces mécanismes-là qu'il faut réfléchir sur la déclaration du chef de l'État. C'est dit 100 milliards pour le fonds de solidarité, on a 25 milliards par rapport à le NASA, mais tout cela, il faut aller rapidement et nous sommes dans une phase d'urgence. Donc il faut passer rapidement cette phase d'urgence, mais il ne faut pas aussi le faire dans la précipitation, mais nous attendons des réponses concrètes. Logiquement, dès la déclaration du chef de l'État, dans les 3-4 jours, on devait avoir des actions, des propositions de feuilles de route, comment on fait, des concertations, qu'on puisse vraiment... Je disais que cette crise a cet avantage de créer cette solidarité entre nous. Voilà. Parce que là, personne ne peut dire qu'il peut seul, l'État seul ne peut pas combattre. L'État a besoin de l'appui, tout le monde. Comme disait tout à l'heure le président Séchi, c'est que même le petit enfant qui lave sa main au savon respecte les mesures barrières. C'est une contribution. Donc c'est une action collective et dans la résolution des problèmes également pour atténuer les conséquences économiques, il faut également l'implication de tout le monde. Donc il faut une certaine équité dans, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces politiques. Et donc nous avons toujours soulevé ces questions, nous avons proposé des mesures. On peut aussi, avant même cela, atténuer, réviser et réévaluer l'impact des mesures aujourd'hui qui sont prises. Tout à l'heure, on parlait de petits coiffeurs, on a besoin d'eux pour nous fabriquer peut-être des masques, les tailleurs, etc. Donc il faut réviser. Nous avons fait des propositions depuis le 30 au gouvernement, à la Commission nationale de veille, qu'il faut réviser, réévaluer. Nous pensons qu'il y a des orientations de l'OMS qui constituent le guideline, les directives phares. Donc aujourd'hui, un service comme le grillade, je ne pense pas que le fait que si on le vend à emporter, comme ça se fait dans un restaurant de la place, les gens viennent, ils achètent, ils repartent. Mais pourquoi ne pas accorder ce traitement à tout ce monde-là? Oui. C'est pour le grillade. Je pense qu'il y a un problème d'équité. Et de la même chose pour les petits coiffeurs qui sont les tailleurs, qui sont là, ils sont dans une situation de promiscuité, avec des habitats trop, vraiment trop promiscueux. Donc, quand ils sortent, ils ne savent même pas où aller. Au contraire, ils viennent rester devant leur boutique et il faut créer de l'attroupement sans respecter la distanciation sociale. Donc à ce niveau, il faut réviser cela. Très tôt, ça pourrait atténuer, n'est-ce pas, l'impact économique pour cela. Et au niveau du grand marché, oui, le grand marché, on peut aujourd'hui fermer les magasins non alimentaires, n'est-ce pas, mais de faire en sorte que cette fermeture, l'espace dégagé puisse, n'est-ce pas, déconcentrer le marché. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cela. On a un attroupement. On se dit, est-ce que c'est une mesure efficace? Nous avons aujourd'hui un comité scientifique. Je pense que le comité doit travailler un rapport, procéder très rapidement à une réévaluation de certaines mesures d'espace économique pour voir est-ce que ces mesures-là sont vraiment efficaces comparativement aux orientations de l'OMS et comment en faire pour atténuer l'impact économique. Donc déjà, on peut faire une économie, n'est-ce pas, rapidement pour que renforcer les mesures efficaces,
mais alléger les mesures non efficaces. Donc je pense qu'il y a des mesures qu'il faut vraiment revoir. Même pour les 100 milliards, je pense qu'il faut travailler, impliquer tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les composantes, tout le monde réagit. La société civile est en train de s'organiser. On en vient de créer une coalition de Covid. Donc pour proposer, seulement pour dénoncer, mais puis que cette coalition soit une force de proposition. Et nous réfléchissons à cela, nous travaillons, nous participons à des réunions webinaires internationaux, ce qui fait que nous avons de la capacité, on apprend comment ça se fait dans d'autres mondes. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous offrent autant d'opportunités et nous sommes apportons notre concours dans la sensibilisation, dans la formulation des politiques pour qu'au moins ces mesures prennent en compte le point de vue des consommateurs, parce que nous sommes interpellés chaque jour, nous sommes les mesures que vous avez prises, les mesures que le gouvernement a prises. Donc il faut des réponses à cette demande sociale qui est forte. Il faut agir et nous pensons qu'en agissant de manière collégiale et que vraiment le Covid, quoi qu'on dise, Dieu merci pour l'instant, nous n'avons pas une situation très dramatique, mais que le Covid soit une opportunité d'un trait d'arrêt à tout ce désordre que nous avons dans l'organisation des marchés, dans la conduite du transport public, dans la manière comment dirais-je, les rapports entre les opérateurs économiques et le fisc comme l'a si bien souligné le patronat. Il faut qu'on reconsidère l'ensemble de ces rapports, que chaque État a besoin de toutes ces composantes et que la contradiction ne doit pas être un élément, comment dirais-je, qui doit être un obstacle. C'est un plus qui doit plutôt nous permettre de dégrandir. Aujourd'hui, on a à respecter plus ou moins toutes les mesures. Le Tchad aujourd'hui a pu quand même, n'est-ce pas, sauver les meubles sauver des vies par rapport à la Covid-19. Et nous devons continuer cette dynamique. Et je pense que c'est un bon point de départ. Et il faut aller dans ce sens de concertation et le renforcement de cette collaboration et de cette synergie. Ok. Merci, chers invités. Merci, chers téléspectateurs. Nous venons déjà à la fin de ces plateaux spéciaux. Nous retenons qu'il importe aujourd'hui d'évaluer les décisions qui ont été prises et de faire valoir la concertation. Merci chers téléspectateurs et bonne suite des programmes sur la télévision nationale tchadienne.